Cette vidéo est une présentation de La Pioche, boutique de jeux, jeux de société, casse-tête et accessoires. Rendez-vous sur boutiquelapioche.com. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Board Game Québec. Vous êtes en compagnie de Jean-Philippe et aujourd'hui, c'est l'actu ludique du 27 février 2022. Alors, la dernière semaine a été très chargée de mon côté, donc un petit peu moins d'expérience de jeu que je vais vous présenter tout à l'heure dans les 2 dernières semaines. Beaucoup de travail à la boutique avec la vente qui est en cours. Donc, merci si vous avez fait des achats durant cette vente-là. Sinon, c'est encore le temps d'aller voir, pour faire une petite plug pour la boutique. Sinon, on s'en va voir aussi, j'ai quelques nouvelles, dont c'est sûr... je vais revenir dans ce petit segment de nouvelles sur les gagnants de l'As d'or qui ont été révélés jeudi dernier, donc jeudi passé, qu'on a connu les gagnants dans les différentes catégories. Donc, c'est sûr que j'en parle dans le petit segment de nouvelles qu'on s'en va voir à l'instant. Le 24 février dernier ont été révélés les gagnants de l'As d'or lors de la cérémonie de remise des prix dans le cadre du Festival international des Jeux de Cannes. Dans la catégorie Jeux de l'année, c'est sans surprise que Seven Wonders Hashtag a été couronné. Dans la catégorie Enfants, Bubble Stories a été préféré à Attrape-Monstre et Pimpon. Dans la nouvelle catégorie Initié, c'est Living Forest qui est le premier à remporter le titre dans cette catégorie. Finalement, dans la catégorie Expert, Dune Imperium a réussi à convaincre le jury de lui remettre l'As d'or devant Les Ruines perdues de Narak et Iki. Une très belle nouvelle pour un excellent jeu. Yellow a annoncé qu'ils vont éditer la version française du jeu Robinson Crusoe. Le tout est prévu pour fin 2022 en Europe et possiblement plus début 2023 au Québec. Du côté économique du jeu de société, Hachette Livre a mis la main sur l'éditeur La Boîte de jeux, connu entre autres pour It's a Wonderful World et It's a Wonderful Kingdom. Ils sont également l'éditeur de la version française de Les Hauts Fourneaux et Whistle Mountain. Vous aimez Ryan Lockett? Le tout dernier de la série Now or Never vient tout juste de faire son arrivée en magasin en version anglaise. Ça a été officialisé la dernière semaine. La version française d'Everdale ainsi que les extensions débarquent au Québec en français le 4 mars prochain. C'est ce qui termine les nouvelles qui ont retenu mon attention dans les dernières semaines. Alors, pour revenir sur mes expériences de jeu des 2 dernières semaines, j'ai 5 jeux à vous parler. Donc, premièrement, New York Zoo. Donc, New York Zoo, jeu de Monsieur Uwe Rosenberg, édité ici par Super Meeple pour la version française. C'est un jeu bien typique de Monsieur Rosenberg avec du placement de tuiles, des polyomino et des animaux qui vont s'accoupler pour faire des bébés. Donc, dans celui-là, New York Zoo, qui est de 1 à 5 joueurs, je l'ai pas joué en solo. Je l'ai joué à 2 et 3 joueurs. Bien agréable comme style de jeu, 30 à 60 minutes. Assez facile d'accès, 8 ans et plus, donc c'est pas très complexe. Le principe est simple, on va déplacer l'éléphant autour du plateau pour aller chercher des polyomino ou aller chercher des animaux. Aussi, quand on va traverser certains endroits, ça va faire naître des bébés dans les différents enclos de tous les joueurs. Donc, tous les joueurs vont performer ça en même temps. Et le concept du jeu, c'est de remplir le plus rapidement sa carte de jeu. Donc, le premier qui termine sa carte de jeu remporte la partie. Il y a un concept de lorsqu'on termine un enclos, donc tous les animaux remplissent un enclos. C'est toujours un type d'animal par enclos. On va gagner des tuiles de parc d'attractions qui nous permettent de remplir plus vite notre parc. Donc, c'est vraiment un concept on vise à remplir le plus vite possible nos différents enclos pour éventuellement gagner des attractions qui vont nous permettre d'être le plus rapide. Il faut bien faire attention aux petits trous qu'on laisse parce que des petits trous de 1, ça se remplit par des petits parcs, mais c'est plus long parce qu'il faut remplir à chaque fois un enclos avec tous les animaux.
Il y a des enclos de différentes tailles. Ils sont classés toujours sur le plateau, des plus grands, plus petits. Donc, plus la partie avance, plus on est capable d'aller chercher des petits enclos qu'on va pouvoir remplir plus rapidement. Donc, petit concept vraiment simple. J'ai bien aimé. Trouvé ça agréable comme nouveau style. Ben, pas nouveau style, mais l'aspect que ça soit une course en placement de polyomino, qu'il n'y a pas de points. C'était assez intéressant comme petit jeu. Donc, New York Zoo. J'ai bien aimé. Ensuite de ça, j'ai rejoué à Imperial Steam à 3 joueurs cette fois-là. J'avais seulement joué à 2 joueurs jusqu'à maintenant. Ce que je vous avais parlé aussi jusqu'à maintenant dans les autres actus ludiques. C'est Alexander Humer, un auteur que j'aime bien. Son autre jeu seulement, c'est Lignum. Excellent jeu aussi d'ailleurs. Et j'avais beaucoup d'attentes, comme j'en ai déjà mentionné pour ce jeu-là. Et je ne suis pas déçu à 3 joueurs aussi. Partie vraiment très, très serré. Le concept des investisseurs est très intéressant aussi pour aller chercher de l'argent dans ce jeu-là. Et la construction de route, très intéressante aussi. À 3 joueurs, ça devient encore plus complexe. Et dans cette partie-là, puis il y a toujours l'aspect course de se rendre jusqu'au bout pour faire les fameux contrats. Sauf que tous les autres joueurs vont faire aussi les contrats, mais vont devoir payer un peu d'argent quand même au joueur qui s'est rendu pour les chemins que le joueur doit emprunter pour réaliser ses contrats en passant par la route de l'autre joueur. Donc, il y a cet aspect-là qui est très intéressant. Et l'aspect des contrats est vraiment très bien. Il faut bien aller chercher ces industries. Il faut aller les chercher quand même assez tôt pour être sûr de bien construire les bonnes industries au bon moment. On peut quand même terminer puis d'en faire un qui peut nous avantager à la fin de la partie. C'est comme ça que j'ai réussi à gagner la dernière partie. Il restait un contrat qui était assez intéressant pour moi, qui était avantageux d'aller chercher à la fin de la partie. Il me manquait juste une usine sur 2 à construire. Donc, en allant chercher, j'ai réussi à le compléter et ça m'a mené à la victoire que je pensais vraiment pas. J'étais vraiment bloqué au début de la partie par les autres. Je n'étais pas capable d'aller plus loin. Puis j'ai décidé de partir de l'autre côté du plateau juste pour aller faire quelques livraisons pour me faire un petit peu d'argent. Puis j'avais comme un peu le champ libre de ce côté-là. Ça m'a vraiment aidé comme stratégie. Donc, j'ai vu qu'il y avait comme plusieurs stratégies possibles. J'étais certain que ça allait être un autre joueur qui allait gagner. Mais ça s'est fini quand même très, très serré par une dizaine de dollars, si je ne me trompe pas. Donc, ça a été vraiment une partie super intéressante. Comme je disais, l'argent est tellement serré dans ce jeu-là. Tu es toujours à court d'argent. Tu es toujours... Est-ce que tu vas dépenser, tu vas amener un investisseur dans ta compagnie, mais il va te prendre 10% à la fin pour aller chercher 40, 60. Là, tu essaies d'augmenter ta valeur de tes actions, mais en même temps avoir assez d'investisseurs pour faire une grosse rentrée d'argent d'un coup. C'est pas évident, mais tellement agréable. Seul bémol encore, je le répète, la mise en place est un peu longue, mais malgré tout, ça vaut la peine quand même. C'est mon petit bémol pour ce jeu-là. On a réussi à faire... on a fait 2 parties consécutives. Non, c'est pas celui-là qu'on a fait 2. J'ai en tête... non, on a juste fait une partie. À peu près en 1h30, 2 heures. Donc c'était Imperial Steam. J'ai continué, en fait, terminé mes parties. Je pense que dans la dernière vidéo, j'étais en train de débuter la partie de Imperial Classic. Là, je l'ai terminé, j'en ai refait une autre hier. Et Imperium Classic, même chose pour Imperium Legend. J'ai seulement la boîte classique pour l'instant. Je vais commencer par juste analyser les différents. Déjà 8 factions différentes, ça fait déjà beaucoup de parties juste pour bien maîtriser chacune d'entre elles. Vraiment, la prise en main au début n'était pas toujours facile pour l'automat. Je n'étais pas sûr de tout saisir les éléments des règles, mais après quelques tours, j'ai regardé un petit peu de vidéos, voir pour être certain comment je m'enlignais. Puis après ça, là, j'ai bien compris les chartes, etc. Puis j'ai fait, ah ok, c'est vraiment simple. Tu prends les cartes de l'automat, tu regardes dans la charte. Ça dit vraiment tout ce qu'il va faire. Donc, il est facile à gérer l'automa, puis il offre une belle compétition vraiment intéressante. On peut le moduler en fonction du nombre de cartes, du nombre d'actions qu'il va faire dans un tour.
Il y a un petit dé pour lancer, pour dire s'il fait 4 ou 5 actions. Donc, très, très intéressant. Ça peut être 3 ou 4 actions, là, dépendant du niveau qu'on veut. Hier, j'ai joué au niveau normal. J'ai réussi à gagner par une dizaine de points. C'est quand même difficile à savoir, par contre, si on va gagner ou non. C'est dur de se positionner dans la partie. On ne sait pas trop tous les points qu'il a fait. Il y a tellement de points. C'est une centaine de points. Puis les cartes, on les voit pas, ils vont être cachés, etc. Puis même nous, de notre côté, c'est difficile de savoir où on en est. C'est peut-être le seul bémol que je dirais de ce jeu-là. C'est de se situer dans la partie, on en est où. C'est pas évident, mais le concept reste quand même d'être le plus rapide à rouler son deck, aller chercher les cartes de Glory, puis développer sa civilisation avec les cartes de développement. Si tu réussis à faire tout ça assez rapidement, ça risque d'être très payant. J'ai hâte de l'essayer à plusieurs joueurs. Aussi, probablement plus à deux. J'irai peut-être pas à 3-4. J'ai l'impression que ça va être un petit peu long. Déjà en solo, il est quand même assez long. C'est sûr, il faut contrôler l'automa, donc ça rajoute un petit peu de temps, mais veut pas, avec quelques parties, là, je pense que le temps va s'accélérer. C'est sûr, ça reste des chartes là, qui sont pas apprenables vraiment par cœur. Il faut toujours suivre les chartes. Veut pas, sont différentes pour chacune des factions. Mais vraiment très intéressant. Pour revenir aux infos, je suis parti tout de suite sur décrire le jeu, mais Imperial Sim, c'est un jeu de Imperium classique, pas Imperial Sim. Imperium classique, c'est Nigel Buckle et David Turzi qui en sont les auteurs. Osprey Game pour la version anglaise ici. Donc, vraiment pas, il a reçu le saut d'excellence aussi de Dice Tower. Donc, vraiment pas déçu jusqu'à maintenant. J'aime vraiment c'est vraiment un deck building tellement différent, je trouve, avec les différentes cartes qu'on peut aller chercher, les synergies qu'on peut avoir avec nos cartes. Comment il faut faire pour aller chercher la Glory. Là, j'ai essayé deux factions, j'ai les Romains et les Macédoniens qui sont faciles. Que le concept pas mal de mettre des plaines, puis les plaines qu'on les convertit en gloire. J'ai hâte de voir les autres factions. Je pense que ça va jouer un petit peu différemment. Ils sont quand même assez simples à jouer, les deux. Donc, ça ressemble à ça pour Imperium classique. J'ai également joué sur Tabletop Simulator à Earth de Maxime Tardy. Et c'est Inside Up Games qui sont l'éditeur présentement sur Kickstarter. Et donc, je voulais vraiment l'essayer, voir, je veux vraiment le supporter avec la boutique pour l'avoir en boutique éventuellement. Donc, il y a un pledge pour les détaillants. Et il me reste à valider si je peux l'avoir vraiment en français. Ce que j'ai lu hier, ça semblait être juste en anglais pour les détaillants, mais j'aimerais vraiment ça avoir la version française pour la boutique. Vu qu'il y a quand même beaucoup de texte sur les cartes, donc c'est quand même intéressant d'avoir la version française. C'est un jeu de développement de tableau. Donc, on a un tableau de 4 cartes par 4 cartes de haut, donc 16 cartes au total à développer. Quand on met les 16 cartes, ça déclenche la fin de la partie. Et je l'ai joué en solo, donc sur Tabletop Simulator. Mode solo, super intéressant, un petit deck d'automat. On tourne une carte, ça nous dit qu'est-ce que nous on fait comme action, parce que c'est un jeu où on va toujours avoir une action pour le joueur principal puis les actions pour les joueurs secondaires. Donc c'est le même principe avec l'automat, il va nous faire une action, puis après ça, lui va faire une action. Il va le faire un petit peu dans l'inverse parce que ça a un impact sur qu'est-ce que ça va nous donner de notre côté. Mais très facile à gérer, il va construire des arbres aussi, il va planter des plantes, donc il va faire un petit peu tout ce qu'on fait, il va composter des cartes, donc pour faire des points aussi de son côté. Et de notre côté, pour revenir au concept du jeu de base si vous ne le connaissez pas, on va avoir principalement des cartes en main qu'on va jouer pour les composter. Composter des cartes, ça donne des points. C'est des cartes comme qu'on épure un peu de notre main de cartes qu'on ne veut plus avoir. C'est pas un deck building, c'est vraiment des cartes qu'on a en main de façon générale, mais que les transformer en compost, ça donne des points. On va bien évidemment jouer des cartes sur notre tableau. Dépendant des cartes, il y a des cartes qui vont donner des points en fonction de où ils sont placés par rapport à différentes cartes qui donnent des points pour tel type de carte dans une ligne, dans une colonne, etc. Donc, il y a une synergie à faire là. Il y a des arbres qu'on va pouvoir planter sur certaines cartes, donc faire pousser des arbres qui vont donner des points. Il y a des plantes, des petits cubes de plantes qu'on va mettre aussi sur certaines cartes.
qui vont également donner des points. Donc, c'est toute cette synergie-là qu'on va faire. Et on a toujours juste 4 actions possibles. Donc, l'action d'aller rechercher des nouvelles cartes, l'action de jouer des cartes, l'action de... là, je me souviens plus tout par cœur. Probablement faire pousser des arbres, je me souviens plus. J'ai un petit blanc. Puis planter des plantes de mémoire, mais bon, ça ressemble à ça. Moi, je pense que je suis correct. Donc, c'est les 4 actions. Ça va donner des actions un petit peu moins fortes aux autres joueurs. Et même chose en solo, ça va donner des actions aussi. À l'automa, quand on va, il y a un plateau vraiment fait pour jouer en solo. Donc, le solo était vraiment bien pensé, bien réfléchi. Et j'ai parlé un petit peu à Maxime pour le féliciter, tout ça. Et il me dit, ben, j'ai pensé à toi, à moi, quand il a fait le solo, parce que j'avais déjà dit par le passé, quand il a travaillé sur Formidable, tout ça, que les solos que j'aimais bien, moi, c'est des solos avec des petits decks d'automat. Donc, il s'est dit en faisant la création, c'est ce qu'il m'a dit, en tout cas, qu'il voulait faire un automa avec un deck de cartes. Il voulait que j'aime son solo, donc je pense qu'il était content que je dise que je l'avais apprécié. Donc, moi, j'étais content de voir que ce que j'avais dit, ça avait eu un impact, parce que j'aime effectivement les solos avec des automas, puis il est parfait, je pense que c'est 6 cartes. Donc, on tourne, ça fait des effets, donc on peut savoir, on est capable de prévoir qu'est-ce qui va arriver. C'est vraiment à nous de bien gérer notre temps, nos actions pour ne pas s'étirer parce qu'on va se faire battre si on prend trop de temps à construire notre tableau. Donc, Earth, présentement sur Kickstarter, vraiment apprécié, je suis content de l'avoir essayé sur Tabletop Simulator. L'adaptation Tabletop, par contre, là, il y a des petites choses que c'est pas évident, il faut mettre des pièces par-dessus d'autres pièces. Puis dans Tabletop Simulator, c'est pas le plus agréable, ça rallonge un peu le jeu. Je pense que j'ai hâte d'avoir une copie physique pour vraiment le jouer, placer les petites pièces un peu partout. Ça va être beaucoup plus fluide que sur Tabletop Simulator. Mais ça valait la peine pour l'essayer, voir ce qu'il en était pour Earth. Finalement, j'ai joué à un vieux classique de 2009-2011, Hansa Teutonica, ça a été longtemps sur ma liste de jeux à jouer. Et j'ai un ami justement qui se l'est procuré et qui nous a fait essayer ça. Donc j'étais très content de l'essayer. Et j'ai vraiment un beau petit coup de cœur pour ce jeu-là. C'est un jeu à partir de 3 joueurs, 3 à 5 joueurs. C'est souvent pourquoi je ne l'ai jamais acheté, même sachant que c'était un bon jeu qu'on voit souvent sur les tablettes. Et qui m'intéressait beaucoup. Et c'est vraiment un jeu simple et à la fois belle complexité dans qu'est-ce que tu vas faire, comment tu vas aligner tes choses pour être le plus efficace possible. C'est un jeu principalement de construction de routes de commerce dans laquelle on va établir des commerces un peu partout et pour établir les commerces, on va placer dans le fond des petits cubes et des petits cercles sur des routes. Quand on est totalement au complet présent, on peut décider de placer un commerce à une des deux extrémités de la route. Et c'est de cette façon-là qu'on va faire des points. Il y a aussi tout un plateau personnel à développer. Donc, on va en retirer des pièces pour augmenter notre nombre d'actions. On va augmenter notre capacité à récupérer nos petits cubes qui sont probablement des commerçants. Là. C'est un euro très euro là, thématiquement. Je ne suis pas trop allé dans le détail. C'est surtout les mécaniques de jeu qui sont très en vue. Il y a une portion aussi pour des clés qui multiplient en fonction des routes, des commerces qu'on a adjacents qui se suivent. Après ça, il y a un autre endroit pour les couleurs de commerce. Donc, il faut débloquer ces endroits-là si on veut faire des commerces dans différentes couleurs. Et le principe est super intéressant aussi de déplacer les autres joueurs sur nos routes. Quand on déplace un autre joueur, il faut payer un cube qu'on remet dans notre défausse de cube. Et l'autre joueur peut replacer ce cube-là ailleurs et d'en placer un autre en plus qui vient de sa défausse de cube. Donc, c'est très stratégique des fois de juste aller se placer à un endroit juste pour, tu sais que l'autre joueur va venir te tasser, mais après ça va te permettre de te déplacer ailleurs. Il y a tout cet aspect stratégique-là qui est super intéressant. Vraiment, j'ai vraiment aimé ça.
Ce jeu-là, j'ai vraiment le goût d'y rejouer. J'ai vu qu'il y avait un mode solo non officiel sur BGG qui m'intrigue beaucoup aussi. Fait que en réflexion, si je me prends aussi une copie de ce jeu-là, éventuellement pour le jouer aussi en solo. Je pense pas que ça va être son top, là, bien franchement, là, vu que ça reste un jeu qui a beaucoup d'interactions entre les joueurs. C'est plus difficile à synthétiser sur, sur un automa. Mais vraiment, puis ce qui m'a aussi, que j'étais très content, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de matériel pour tout ce que la profondeur de jeu offre. Et je trouve, c'est une réflexion que je trouve qui manque dans tout ce qui sort récemment, dans les dernières années, de jeux très simples au niveau des composantes, petit sac de joueurs, de ton petit plateau, tu mets ça, puis on est prêt à jouer, pas de gros setup sur le plateau. Et que le jeu est très bon, très bien réfléchi. Donc, c'est pas besoin d'avoir. Souvent, on est bombardé de matériel. Je pense à Bitoku, qui c'est long à mettre en place, tellement de stock à mettre en place. Ça vient comme trop chargé. Imperial Steam, même si je l'aime beaucoup, très long à mettre en place, toutes les petites stations, ça rajoute beaucoup de la rejouabilité, mais il y a beaucoup de choses à mettre en place. Il faut mettre les contrats, notre plateau de joueurs. Plein de choses il faut setuper un peu partout. Donc, ça fait beaucoup de temps qu'on passe pas à jouer, mais qu'on passe à mettre en place, à arranger le jeu. Donc, Hansa Tanicum, très, très agréable. Vraiment, désolé pour cet accrochage, mais très, très, très agréablement surpris. Et je pense que je vais retourner à la recherche un peu de jeux un peu plus vieux, classiques, que j'ai pas joué pour essayer de rejouer ces jeux-là, puis voir si j'en aimerais pas d'autres dans ces styles-là. Je suis certain que oui, mais essayer de pas seulement jouer des nouveautés, je pense que c'est toujours un défi. Surtout quand on a une chaîne aussi YouTube, que beaucoup ce qui va plaire, ben, c'est les nouveautés, bien évidemment. C'est ce qui va attirer le plus de clics, plus de vues. Mais ça n'a pas toujours été mon but, donc j'aime ça présenter des choses que j'aime, vu que je fais pas énormément de vidéos. Donc peut-être ça va être plus intéressant pour moi. Donc sur ce, ça complète les expériences de jeu des 2 dernières semaines. Donc, on va aller voir, comme à l'habitude, les dernières sorties en boutique, où je vous parle de quelques minutes de chacun des jeux. Je sélectionne comme toujours les jeux que je pense qui sont plus attrayants pour l'auditoire ici. Si vous voulez voir les vidéos complètes, je vous invite à vous rendre sur la chaîne ici de La Pioche Boutique de jeux. Donc, vous pouvez voir les vidéos en intégrale. Sinon, moi ici, je ferai vraiment juste une sélection des jeux que je trouve plus appropriés pour l'auditoire ici. Et donc, on va voir ça à l'instant. On a reçu ici une extension, l'extension Concordia Solitaria. Donc, pour jouer à 1 ou 2 joueurs à Concordia, en anglais ici. Donc, c'est principalement ce que ça va ajouter. Et ça va ajouter aussi, en fait, on peut le combiner soit avec, si vous avez Concordia ou la boîte Concordia Venus. Donc, tout simplement. Donc, je ne rentrerai pas dans les détails pour l'extension. Tout ça, on a reçu ça ici. Ensuite de ça, une autre extension qu'on a reçue, l'extension Targi, en fait, Targi l'extension, qui, elle, va rajouter des nouvelles cartes de pourtour de plateau, des nouvelles ressources qui est l'eau. L'eau va pouvoir être utilisée pour aller chercher échanger contre des ressources, échanger contre des points. Il va y avoir aussi des nouvelles cartes de tribus au centre du plateau qui vont faire de différents effets. Il y a aussi, on ajoute la Targa qu'on peut aller rencontrer qui, elle, va nous donner des bénéfices. Il y a comme une espèce de paquet de cartes. C'est pas celui-là, mais il y a un paquet de cartes qui va nous donner des bonus encore là quand on va mettre notre Targi sur un de nos Targi sur la Targa pour aller la rencontrer. Donc, vraiment un ajout qui semble assez intéressant pour un excellent jeu qui est Targi. Donc, on a reçu ça également. Ensuite de ça, on a reçu aussi Get On Board en version française. Donc, Get On Board New York et Londres. Vraiment simple comme jeu.
mais ça semble super intéressant. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs, 8 ans et plus, une trentaine de minutes par partie. C'est un jeu dans lequel on va tenter d'aller chercher, comme on dit, le maximum de passagers dans notre autobus et le parcours qu'on va faire, on ne peut jamais repasser par la même route. C'est ce qui va déclencher notre fin de partie, c'est quand on est obligé de recouper qu'est-ce qu'on a, où on a déjà passé. Et en fonction de qu'est-ce qu'on va croiser sur le plateau, on va faire des points sur notre carte. C'est un jeu de... C'est pas nécessairement... Il n'y a pas de roll, mais c'est un jeu de cases à cocher quand même sur notre plateau. Puis on va cocher d'éléments dans différents secteurs. Plus on va amener des passagers dans différentes zones aussi, dans différents bâtiments. Ça va donner des points de cette façon-là aussi. Puis on va éviter aussi les bouchons. On évite de repasser par des secteurs en fait, qui sont très achalandés, qui vont nous donner des malus, passer par des routes qui ont déjà été utilisées par les autres joueurs. Donc, un petit jeu très intéressant de cases à cocher. Donc, Get On Board, New York et Londres. Donc, en version française, bien évidemment. On a reçu aussi Objection. On l'avait déjà reçu quelques semaines, mais je n'avais pas commandé beaucoup. J'en ai recommandé d'autres pour Objection. Donc, un jeu à 2 joueurs uniquement, d'une 60aine de minutes. Pour des joueurs âgés de 14 ans et plus. C'est un jeu de Rock Manor Games. C'est un jeu dans lequel on va vivre des procès et on va soit incarner la couronne ou la défense. Et avec un système de cartes qui ont des symboles d'évidence, on va jouer ces cartes-là pour faire différents effets pour amener le juré de notre côté, donc le plus de membres du juré de notre côté pour réussir à remporter le procès. Donc, vraiment, on a une belle simulation avec un système de cartes. Chacun des joueurs va amener des personnes à la barre pour être questionnés et c'est comme ça qu'on va amener le jury de plus en plus vers nous. Fait qu'il y a des personnages qui sont plus du côté de la défense, bien évidemment, comme dans tout procès, on va avoir des témoins de la défense, des témoins de la couronne. Et de cette façon-là, on va jouer avec ça pour amener, comme je disais, le jury de notre côté. Donc, plusieurs scénarios qu'on peut faire, plusieurs cas qu'on va pouvoir faire dans Objection. Ici, c'est l'édition française. Je vais prendre les 2 boîtes parce que c'est assez similaire. Le Railroad Inc. Challenge. Donc, c'est une nouvelle version, en fait 2 nouvelles versions pour Railroad Inc. Qui avait la version bleue et rouge. Et ici, dans les versions Challenge, c'est le même principe de jeu, sauf qu'on ajoute les challenges. Donc, c'est des cartes d'objectifs supplémentaires à réaliser pour des points supplémentaires à la fin de la partie. Donc, ça complexifie un peu nos choix de route. Principalement, Railroad Inc., juste pour rementionner, c'est un jeu de 1 à 4 joueurs. Si on mélange les 2 boîtes, on peut jouer jusqu'à 8. C'est 8 ans et plus et une trentaine de minutes par partie. C'est l'édition de Yellow ici en français. Et juste pour revenir, dans le fond, on va lancer des dés et on va devoir tracer tous les types de routes ou de chemins de fer, donc qui sont sur les dés qui ont été lancés. Il y a des extensions dans chacune des boîtes. Par exemple, ici, c'est les dés jaunes qui sont canyon et désert. Et ici, c'est forêt et sentier pour la boîte verte. Et on peut jouer avec ou sans les extensions, principalement. On essaie de rejoindre le plus de sorties possible avec les mêmes routes. Donc, c'est plus payant de cette façon-là. Et on essaie aussi de faire des chemins dans le centre aussi. Donc, petit jeu de roll and write classique, vraiment bien. Et là, avec les challenges, donc ça ajoute un petit peu plus de piquant avec ces 2 nouvelles boîtes-là pour Railroad Inc. Challenge. On a ensuite reçu aussi Fantastic Fabric. Donc, c'est la version française de Fantastic Factories qu'on avait reçu il n'y a pas très longtemps. En fait, c'est un reprint, puis il y avait les extensions qui arrivaient, qui étaient tout nouvelles il y a quelques semaines pour la version anglaise. Donc ici, on a la version française de Fantastic Fabric. Pas d'extension pour l'instant en français, seulement le jeu de base. C'est un jeu dans lequel on va, comme il est indiqué sur la boîte, bâtir, former et produire. Donc, on va devoir construire une espèce de tableau devant nous de machines qui vont fonctionner avec des dés.
Et on va avoir aussi un plateau personnel qu'on peut jouer avec les dés dessus pour produire de l'énergie, produire des ressources pour construire des bâtiments. Et il y a des bâtiments, dans le fond, qui vont être juste des monuments qui vont nous donner des points, des bâtiments qui vont nous permettre de modifier la valeur de nos dés, des bâtiments qui vont nous permettre de produire des ressources, des bâtiments qui vont nous permettre de produire des caisses. Les caisses, c'est des points. Le but, c'est de produire le plus. Je ne sais plus ce qu'ils appellent ça, des marchandises. Ouais. Des marchandises. Le but, c'est de faire 12 marchandises ou avoir 10 cartes sur notre plateau de jeu. C'est ce qui déclenche la fin de partie. Donc, c'est un petit enjoy building, course. On regarde un peu ce que les adversaires vont faire. En mode solo, on a un petit automa assez simple à gérer avec des dés qui va lui aussi faire des points en fonction de cartes qu'on va lui donner avec des dés qu'on va lancer. Et on peut moduler son niveau de difficulté, quand même assez simple à jouer également. Donc, Fantastic Fabric, c'est 1 à 5 joueurs, je ne l'avais peut-être pas mentionné. 45 à 60 minutes pour des joueurs âgés de 10 ans et plus. Donc, ici, il a reçu en plus le saut d'excellence de Dice Tower pour Fantastic Fabric. On a reçu également la version française de Robin des Bois, Les Aventures de Robin des Bois. Un jeu pour 2 à 4 joueurs, coopératif de 10 ans et plus et une soixantaine de minutes par partie. C'est un jeu à monde ouvert dans lequel, dans le fond, on a une espèce de gros plateau calendrier de l'Avent, dans le sens qu'on va ouvrir plein de portes sur le plateau tout au long de l'histoire. C'est un jeu hyper narratif. Un gros livre d'histoire, je pense que, je ne me souviens plus combien il y a de pages, mais je pense qu'il l'indique-tu? Non, il ne l'indique pas. Mais je sais que c'est un très gros livre à l'intérieur pour suivre l'histoire, pour aller se promener, et les déplacements, comment ça va fonctionner. C'est avec un système de petits bonhommes qu'on a et qu'on va avoir différentes distances à parcourir. Donc, très intéressant comme concept de déplacement. Donc, assez simple comme jeu. Si on aime l'aspect narratif dans les jeux, je pense que vous allez apprécier celui-là. Et avec la version française, qui est plus évidente à comprendre, effectivement, si on est moins à l'aise avec l'anglais. Donc, Les Aventures de Robin des Bois. On a reçu aussi l'extension, pas l'extension, le jeu, le Murmure des Feuilles. Donc, petit jeu édité par Yellow pour 2 à 6 joueurs. Des joueurs âgés de 8 ans et plus, une vingtaine de minutes par partie. On peut jouer aussi en solo si on veut, en essayant de battre notre meilleur score. C'est un petit jeu de roll and write encore ici, un peu différent dans lequel on va lancer 2 dés. On va devoir entourer des éléments sur le plateau et on va choisir lequel dans notre carré ou rectangle qu'on a entouré, lequel des éléments on veut utiliser et on va cocher des petites cases en bas du plateau qui vont nous donner des points, plus on va aller chercher d'éléments dans les différents secteurs. Et il y a 4 saisons, donc 4 saisons de jeu qu'on peut faire si on veut faire vraiment une longue partie. Sinon, on peut jouer une saison à la fois pour une petite partie de vingtaine de minutes. Et donc, c'est pas plus compliqué que ça pour le Murmure des Feuilles. Petit jeu de roll and write tout simple. Donc, ici, le Murmure des Feuilles. On a reçu aussi un autre jeu à thématique forêt, Canopée. Donc, Canopée, c'est un jeu dans lequel on va construire des arbres, attirer des animaux, attirer d'autres éléments sur dans notre zone personnelle. Comment ça va fonctionner pour aller chercher les cartes, c'est assez intéressant. C'est qu'on va avoir trois paquets de cartes. On va regarder le premier paquet. Si les cartes ne nous conviennent pas, on remet le paquet et on rajoute une carte dedans. On prend le deuxième. Si les cartes ne nous conviennent pas encore, on remet le paquet, on remet une carte dedans. Si le troisième nous convient, on peut prendre les cartes. S'il ne nous convient pas, on va remettre une carte dedans et on va prendre une carte du dessus du paquet. Quand on prend toutes les cartes d'un paquet, on va les jouer sur notre plateau. Il y a des canopées qui vont terminer les arbres. Donc, les arbres vont faire les points. Ça va être terminé pour ces arbres-là pour la partie. On va pouvoir rajouter des troncs. On va pouvoir avoir des cartes à effets spéciaux pour chacune des manches. Des cartes qui restent aussi dans le temps avec les animaux. Il faut faire des coupes d'animaux. Donc, toutes sortes de choses dans Canopée, donc construction d'une forêt. Thématique super intéressante. Donc, c'est un jeu uniquement à 2 joueurs. Par contre, il y a des variantes solo, 3 et 4 joueurs, mais ça reste un jeu à 2 joueurs, ce qui est indiqué sur la boîte, 8 ans et plus et une trentaine de minutes par partie pour
Canopée, donc qui est la version française de Canopy qu'on a aussi également en magasin si vous préférez la version anglaise. On a aussi reçu Harry Potter, l'Ascension des Mange-Morts. Donc, un autre jeu dans la thématique Harry Potter. C'est la version française de Harry Potter Dead Rising. Et donc, dans ce jeu-là, on va... c'est quand même très différent de le Harry Potter Bataille à Poudlard, si vous êtes amateur de l'autre jeu. Ici, c'est un jeu dans lequel on va devoir se défendre contre l'ascension des Mange-Morts. Donc, il va y avoir différentes zones de plateau, dépendant du nombre de joueurs, où les Mange-Morts vont venir faire des effets en fonction de Voldemort, une espèce de figurine qu'on va tourner et qui va faire des effets dépendant d'un lancer de dés qu'on va faire à chacun des tours des joueurs. On va tenter de recruter différents membres, différents sorciers dans notre équipe, pour les différents joueurs, mais ça reste coopératif, et tenter de ne pas avoir tous nos joueurs, tous nos sorciers à l'hôpital, sinon on perd la partie. Et on va tenter de notre côté de se rendre à éliminer le plus, envoyer à Azkaban le plus de Mange-Morts pour se rendre au final à Voldemort qu'on va devoir battre. Et c'est comme ça qu'on va remporter la partie. Il faut faire attention à ce que les lieux ne soient pas trop corrompus, donc il faut protéger les différents lieux du jeu. Et ça ressemble pas mal à ça, grosso modo. C'est un jeu avec des dés, donc différents personnages vont avoir différents dés. Et avec ces dés-là, c'est comme ça qu'on va pouvoir éliminer des Mange-Morts, les envoyer à Azkaban, aller recruter des nouveaux sorciers dans notre équipe. Donc, l'ascension des Mange-Morts Harry Potter, je n'ai pas mentionné le nombre de joueurs. C'est 2 à 4 joueurs, soixantaine de minutes et 11 ans et plus pour ce jeu-là. On a aussi reçu l'extension Uprising de Uprising pour Maracaibo en version anglaise. L'extension est pour 1 à 4 joueurs, 12 ans et plus et une trentaine de minutes par joueur, tout comme le jeu de base. Ça rajoute un nouveau automa Jacques et ça rajoute aussi des extras. Ah oui, c'est ça. Ça rajoute des plateaux modulaires, des plateaux épais avec des encavures, parce que les plateaux dans Maracaibo n'avaient pas d'encavure pour ne pas que toutes nos choses se déplacent. Et ça va rajouter aussi des promotions et toutes sortes de choses aussi que je ne m'aventurerai pas là-dedans. Donc, si vous êtes intéressé, c'est arrivé. Donc, l'extension de Uprising pour Maracaibo. TTMC format voyage et aussi les TTMC, les grosses boîtes retour en stock. Donc, le TTMC format voyage, c'est tout simplement une version tout petite pour transporter avec nous, avec 860 questions. Donc, c'est sûr qu'il y a moins de questions que la grosse boîte, vu que c'est tout petit. Et donc, ça permet de passer du bon temps. On peut quand même le combiner avec... on peut même combiner avec le gros TTMC, mettre des cartes dedans, etc. Donc, on peut changer tout ça, apporter ce beau petit format qui a un petit plateau aussi à l'intérieur, tout comme la grosse boîte pour jouer. Donc, c'est 2 à 16 joueurs, 14 ans et plus, et entre 42 et 1h37. Bon, c'est très drôle. Et c'est l'édition québécoise de TTMC. Et qu'est-ce que je voulais dire? TTMC, peut-être pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un jeu de questions dans lequel on va, à chacune des questions, par exemple, si tu te mets combien en Montréal, donc si on se sent très bon en Montréal, on va se mettre 8, 9, 10. 10, c'est des questions hyper pointues. Souvent dans le milieu, 4, 5, 6, c'est des questions assez médium, des fois plus difficiles que d'autres. Et les 1, 2, 3, c'est souvent très, très facile. Donc, si on est 0, on va essayer. Donc, par exemple, la première, est-ce que Montréal est une île? Donc, question très facile pour le 1. Vrai ou faux, Montréal est la capitale de la province du Québec? Encore là, très facile à répondre. Qui a été la première mairesse de Montréal? Donc, la 3, aussi facile, mais bon, certains ne suivent pas l'actualité, peut-être ça peut être plus difficile. Puis la 4, par exemple, qui était le maire de l'Expo qui était le maire de Montréal pendant l'Expo 67. Ça peut être un petit peu plus difficile, effectivement. Donc, à partir de 4. Donc, ça ressemble à ça pour TTMC. On a reçu aussi Oltré
en version anglaise. La version française va arriver prochainement aussi, au courant des prochains mois. Jeu de Studio H, 60 minutes, 2 à 4 joueurs, 10 ans et plus. C'est un jeu qui a quand même du langage à l'intérieur, vu qu'il y a des aspects histoire à lire. C'est un jeu coopératif, narratif, dans lequel on va tenter de construire pas construire, mais rénover notre fort. Et on va également mais aider les communautés autour de notre fort. On va aller vivre des péripéties, répondre à des besoins des communautés autour du fort. À chaque fois, on va avancer une espèce de petit marqueur qui va ajouter des éléments sur le plateau, des péripéties, des demandes, des événements. Et on va retourner à chaque fois des chapitres d'histoire qui vont nous indiquer, plus la partie va avancer, comment on va remporter cette partie-là. Donc, Oltré, mélange narratif, coopératif, et qu'on va pouvoir changer les histoires au courant des autres parties. On va aussi moduler la difficulté de nos parties avec les différentes cartes de péripéties qui vont arriver. Et donc, ça ressemble à ça pour Oltré, qui est nominé à l'As d'or pour meilleur jeu initié. Donc, Oltré, c'est disponible en version anglaise pour l'instant. On a aussi reçu le projet. Donc, le projet, c'est un jeu d'énigmes, de stratégie, de déduction pour 1 à 4 joueurs. C'est un jeu, je me rappelais ici, les âges 8 ans et plus et 30 à 60 minutes par partie. Donc, ça joue assez rapidement. C'est un jeu dans lequel, dans le fond, on va lire une bande dessinée, une page, et par la suite, on va devoir jouer notre partie pour aller retrouver des indices, des lettres associées à des symboles. Et c'est comme ça qu'on va être capable de retrouver des phrases cachées pour déduire, dans le fond, les différents énigmes. On a aussi des secrets à dévoiler. Donc, c'est un jeu, c'est sûr plus on va avancer, plus on va découvrir des choses dans le jeu. Donc, c'est un jeu narratif, d'énigmes, etc. Ce n'est pas un jeu qu'on va rejouer plusieurs fois. C'est un jeu qu'on va vraiment passer au travers du jeu au complet. Donc, pour le projet, donc pour les animateurs d'énigmes, c'est relativement simple. À ce que j'en ai compris au niveau des mécaniques de jeu. Ça peut être le fun avec des adultes, mais il ne faut pas s'attendre à un gros casse-tête non plus. Et peut être très intéressant avec des jeunes aussi. L'aspect lire la BD est très intéressant aussi. Donc, le projet. On a reçu également la nouvelle édition de Dungeon Fighter. Dungeon Fighter est un jeu de 1 à 6 joueurs, 8 ans et plus, et 45 minutes. C'est un jeu très drôle et très fun en même temps. C'est un jeu dans lequel, ça fait longtemps que je n'ai pas joué en plus. J'ai la première édition du jeu, c'est vraiment cool. C'est un jeu dans lequel on va être des héros qui vont se promener dans un donjon. Donc, très simple. On a des armes, faut explorer les différents donjons, il faut affronter les monstres pour gagner les différentes missions. Et la façon qu'on va attaquer, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va lancer des dés sur une cible et on va lancer des dés de différentes façons. Des fois, on a des malus, dépendant des armes aussi qu'on a. On va devoir lancer les dés. On tente d'être faire le plus de points possible en lançant dans les différentes zones du plateau. C'est ce qui est intéressant et dépendant aussi de quel côté va tomber notre dé, ça va avoir différents effets également. Donc, vraiment simple comme jeu, mais vraiment agréable. Donc ici, on a la nouvelle édition pour Dungeon Fighter en français. On a reçu également en version française l'Île des Chats, Derniers Arrivants, donc qui permet de jouer jusqu'à 6 joueurs à l'Île des Chats. Ça rajoute un petit jeton ici de Oshax, une figurine de Oshax, des nouvelles pièces, bien évidemment, de chats pour pouvoir jouer à plus de joueurs, des nouveaux poissons, des nouveaux bateaux pour jouer à 6 joueurs, des nouvelles cartes d'objectifs. Ça rajoute aussi des nouveaux trésors uniques, des nouveaux trésors communs.
tout le matériel dans le fond pour jouer à 6 joueurs à l'île des chats. On a d'ailleurs reçu aussi l'île des chats, la boîte de base aussi, qui était discontinue. Pour remplacer les versions anglaises de Imperium, donc sur la tour ici de nouveautés, on a les versions françaises, donc Imperium Legend, légende, on va le dire en français, s'il est en français, et Imperium Antique. Donc, si vous n'avez pas écouté, il y a environ 2 ou 3 semaines, Imperium, c'est un jeu de cartes, de deck building, assez original en son sens. On va incarner des civilisations, soit des anciennes civilisations dans la version antique, des civilisations de légende, certaines civilisations qui n'ont pas existé, certaines civilisations qui ont existé. Donc, on retrouve au total 16 civilisations à incarner qui ont toutes une façon différente d'aller chercher leur gloire d'une certaine façon. Parce que le but principal, ben, pas nécessairement d'aller chercher leur gloire, mais c'est une façon de faire des points. Aller chercher différentes cartes aussi pour les mettre dans notre deck, ça va nous faire des points. Il y a des effets de cartes qui vont nous donner des points aussi. Donc, c'est vraiment de trouver une belle combinaison, de monter sa civilisation, d'évoluer, de développer sa civilisation. Il y a un beau concept de lorsque notre paquet est vide, on va rajouter une carte dedans et ça va nous permettre éventuellement de pouvoir développer notre civilisation, de passer à l'ère, de passer de barbare à civilisation. Et là, ça nous permet de jouer d'autres cartes. Il y a des cartes qu'on ne pourra plus jouer. Il y a des cartes qu'on peut justement mettre dans notre histoire. Donc, ça permet d'épurer notre deck. Il y a des cartes qu'on peut garrison, qu'on appelle, qui permettent de les mettre sous des cartes pour ne plus les avoir dans notre deck, encore là, pour épurer. Donc, j'aime ça quand il y a les deck building qui ont des façons d'épurer notre deck. C'est ceux-là que je préfère de mon côté. Sinon, je trouve que ça devient avec des trop gros paquets, trop de chance. Là, quand on a la facilité, la gestion de notre paquet, c'est vraiment très intéressant. Donc, Imperium Antique, c'est arrivé en boutique, en version française pour Imperium. Légende aussi, donc vous savez que j'aime bien ce jeu, que j'ai joué d'ailleurs hier soir. Donc, on a reçu... ça, c'était vendredi dernier. J'avais pas eu le temps de le présenter. Donc, Chronicle of Evil. C'est une version multilingue, donc version anglaise et française. C'est un jeu d'aventure plus familial dans lequel on va développer notre personnage. On va créer notre personnage. Au début de la partie, on va combattre des monstres sur un plateau, qu'on va se déplacer, qu'on va révéler de nouvelles tuiles. On va explorer les terres, justement, comme c'est mentionné. Et dans le but de battre la bête, tout simplement. Donc, un jeu d'aventure avec des dés pour faire les combats. On se promène sur le plateau, on dévoile de nouvelles choses. Donc, un petit jeu aventure, beaucoup plus familial ici, d'une soixantaine de minutes, si je ne me trompe pas. Ouais, soixantaine de minutes pour des joueurs âgés de 8 ans et plus, donc très, très, comme je disais, familial. Et pour 1 à 4 joueurs, donc on peut même jouer seul à Chronicle of Evil. En anglais et en français. Donc, les deux sont dans la boîte, même si le titre est en anglais. Reçu aussi RRR, donc Royauté, Religion, Révolution. Donc, c'est R versus R, 2.R, ou comme on l'appelle, RRR. C'est un jeu dans lequel on va être seulement 2 joueurs. Donc, c'est un jeu de duel face à face, une vingtaine de minutes. Pour des joueurs âgés de 14 ans et plus, c'est un jeu dans lequel on va jouer différents personnages sur le plateau qui vont avoir différents effets dépendant où on les place. Et le but, c'est d'avoir le plus de personnages pointés vers l'adversaire à la fin d'une manche. C'est ce qui nous permet de gagner la partie. Il y a aussi des joueurs, des cartes de personnages neutres qu'on va pouvoir jouer aussi pour des effets qui vont être intéressants. Donc, différentes cartes vont nous permettre à la fois de retourner des personnages vers l'adversaire. Donc, c'est la façon qu'on va pouvoir gagner chacune des manches. Donc, RRR, c'est en français également qu'on a reçu. On a aussi Verona Twist, un autre jeu à 2 joueurs uniquement. C'est un jeu de déduction asymétrique pour 2 joueurs. Donc, il y a un des 2 joueurs qui va incarner, c'est la nourrice.
qui tente c'est dans Roméo et Juliette, donc qui tente que Roméo et Juliette se retrouvent ensemble et il faut qu'il échappe à Capulet. Donc, tout simplement, c'est un jeu dans lequel on va déplacer les petits marqueurs sur le plateau dans deux différentes zones. À chacune des fins de manche, lorsque tous les personnages vont avoir été joués, le Capulet va demander est-ce que Roméo et Juliette se retrouvent dans la même zone. Donc, à ce moment-là, la nourrice va répondre est-ce que oui ou non, et ça va permettre d'éliminer les choix de qui pourrait être Roméo et Juliette. Et de cette façon-là, ils vont pouvoir déduire qui est Roméo et Juliette. Pour gagner, la nourrice va devoir éviter que Capulet trouve Roméo et Juliette et vice-versa. Donc, si Capulet trouve qui est Roméo et Juliette et remporte la partie, ça joue sur 7 manches de jeu. Ouais, effectivement. Donc, un petit jeu à 2 joueurs de duel dans l'univers de Roméo et Juliette, donc Verona Twist. On a reçu aussi Tainted Grill, la chute d'Avalon, donc la version française de Tainted Grill qui a été nommée à l'As d'or en 2021. Il avait perdu contre The Crew, donc 2 niveaux de jeu très différents. Et donc, c'est un jeu environ 2 à 3 heures par partie pour des 15 chapitres. Donc, à peu près une 30 à 45 heures de jeu, 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus. C'est un jeu d'aventure très narratif. Un gros livre d'histoire, de choix qu'on va prendre, de ce que j'avais compris aussi un peu pas des énigmes, mais comment on va résoudre les choses pour ne pas que les menhirs s'effacent. Donc, c'est vraiment une course aux menhirs. On va être des personnages de la ville d'Avalon qui tentent de faire ça. On va avoir aussi le plateau, ça va être des cartes, dans le fond, qui vont s'ajouter pour explorer le terrain de jeu. Et donc, ça ressemble à ça. Très, très gros jeu euh, de narration, aventure. Si vous êtes dans ces fans-là, c'est arrivé en français. Donc, quand il y a beaucoup de narration, c'est le fun en français. On a reçu aussi, ils ont sorti un tout nouveau pack pour Catan. On appelle ça le pack confort. Donc, c'est le jeu de base plus l'extension marin ainsi que 2 scénarios régionaux. Donc, on retrouve tout ça dans cette version-là de Catan. Donc, Catan, c'est un jeu de développement de colonies, tout simplement. On va bâtir des colonies, construire des routes. Les colonies où on va les construire, il va y avoir toujours des dés qui vont être lancés, qui vont nous permettre de produire des ressources. Tous les joueurs vont produire des ressources dépendant des résultats de dés. Donc, il faut bien choisir nos emplacements selon les probabilités des dés. On va avoir des échanges aussi de ressources entre les personnages qui sont très importants si on veut réussir à faire ce qu'on veut. Et tout ça va nous permettre de gagner des points pour éventuellement mettre fin à la partie. Donc, dans cette version-là, c'est, comme je disais, l'extension marin. Il y a le scénario péninsule ibérique, ici. Et il y a le scénario régional Hawaï. Donc, 2 nouvelles îles d'extension marin et le jeu de base pour le pack confort de Catan, qui est en français, bien évidemment. On a reçu le retour en stock de Paléo. On ne l'avait pas encore en boutique depuis l'ouverture. Jeu qui est sorti en 2020, ouais. Paléo, donc la version française ici, un jeu dans lequel, dans le fond, un jeu coopératif d'aventure préhistorique, dans lequel on va avoir des personnages qui vont devoir relever différents défis tout au long de la partie dans le but de créer une fresque. Lorsqu'on réussit à créer la fresque, on gagne la partie. Par contre, on va perdre si on accumule trop de crânes sur le plateau ici de détermination de partie, de fin de partie, on va appeler ça comme ça, je ne sais pas son nom exactement. On va pouvoir créer des objets, on va pouvoir combattre justement des ennemis, donc toutes sortes de choses. On peut s'aider aussi dépendant des cartes qui vont être jouées sur les différents ennemis à combattre.
Et donc, c'est un peu tout ça qu'on va retrouver dans Paléo. Et on a aussi reçu l'extension Une nouvelle ère. Donc, ça c'est tout nouveau qui permet maintenant, dans la version normale de Paléo, il faut aller chasser et cueillir pour pouvoir se nourrir. C'est très important de pouvoir nourrir nos personnages. Ici, dans la version Une nouvelle ère, on va pouvoir maintenant y avoir de se sédentariser et de développer une petite colonie pour avoir de l'agriculture et de l'élevage. Donc, ça va permettre de ne pas seulement dépendre de la cueillette et de la chasse pour se nourrir. Donc, ça ajoute des nouveaux modules. Paléo, c'est un jeu à modules, donc, dans le fond, pour avoir différents scénarios. Encore là, c'est un jeu Paléo de 1 à 4 joueurs, même s'il est écrit de 2 à 4 joueurs sur la boîte. Je sais que ça se joue solo, et 45 à 60 minutes par partie pour des joueurs âgés de 10 ans et plus. Donc, Paléo et Paléo Nouvelle Ère, c'est maintenant en boutique. Donc, encore une fois, je pensais faire un court épisode, mais je pense qu'avec tous les segments, etc., puis j'ai parlé longtemps de mes 5 jeux, ça va être quand même comme d'habitude, finalement. Et donc, merci beaucoup d'avoir écouté. Encore une fois, allez, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Allez visiter la boutique en ligne, boutiquelapioche.com si vous avez des achats à faire. Ça permet d'encourager en même temps la chaîne. Ne veux pas par le biais de la boutique. C'est la meilleure façon de le faire, vu que je n'ai pas de Patreon ou quoi que ce soit. La meilleure façon, c'est de passer par la boutique. C'est ce qui m'encourage également. Donc, sur ce, merci beaucoup d'avoir été là et on se revoit très bientôt. Bye bye.